Et mec, Quoi? juste une question, c'est quoi le dernier film que t'es allé voir? C'est Don't Worry Darling. Et tu penses que tu vas en faire une critique? Bah, même si le film est vachement bien, c'est pas le genre de film qui intéresserait les gens. Ok, donc du coup, t'as aucune idée de critique. Bah, j'ai bien une idée, mais va falloir que je m'y mette vite, ce serait le visiteur du futur. Non! Surtout, ne sors pas cette vidéo! Sinon, voilà ce qui va se passer! Oh putain, t'as encore laissé rentrer un clochard dans la maison, mais ça fait 2 fois cette semaine, en plus du témoin de Jéhovah. Ah non, c'est juste toi. Ta gueule, voix off. Mais oui, c'est vrai, je suis ton toi du futur, et je suis venu te dire de ne surtout pas sortir cette critique, sinon, voilà ce qui va se passer! Et c'est parti. Donc dans cette vidéo, tu vas dire du bien de ce film et du cinéma français en général, ce qui va encourager pas mal de gens à aller voir plus de films français ambitieux. Et ça va marcher. Mais les gens vont me détester parce que ça change trop leur image du cinéma français? Pas du tout. Les gens vont kiffer et ça va encourager un maximum de petits créatifs français à se lancer de plus en plus dans le cinéma. Et ça va lancer un max de bons films. Ah, bah c'est cool ça. Sauf que dans le futur, ces films se sont mis à éclipser du box-office français plein de films qui étaient depuis des années. Bienvenue chez les Ch'tis, Les Visiteurs, Astérix Mission Cléopâtre, tous ont été remplacés. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? La réflexion se pose, mais là n'est pas le problème. Le problème est que des puristes du cinéma français vont créer un culte autour de Christian Clavier et tu vas devenir leur ennemi public numéro 1, ce qui va te forcer à vivre sous terre. Bah ça me change pas trop d'habitude en fait. Oui mais ce n'est pas tout! Ils s'en sont aussi pris à ces jeunes créatifs et ils sont devenus les seuls producteurs du cinéma français, bannissant ainsi les films des petits créatifs, mais également tous les films qui ne sont pas français. Sacré bordel ton histoire. Je te l'accorde. Mais donc du coup, ne sors pas cette vidéo. Bon déjà plusieurs choses. Numéro 1, est-ce que dans le futur on a une copine? Je m'en voudrais de te gâcher la surprise. Ok, ça veut dire non. Question numéro 2, tu viens de quelle époque? Je viens de l'année 2250. Tu te fous de ma gueule? Oui. 2052. Quoi, tu vas me faire croire que t'as 48 ans et que t'as encore ton physique d'adolescent? Non mais c'est à cause des radiations. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, dernière question. Oh putain! Qu'est-ce que t'es venu foutre ici alors que tu sais très bien ce que je pense du voyage temporel? Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que je pense du voyage temporel histoire que tu me prouves que t'es bien moi? Le voyage dans le temps est une connerie incohérente, impossible à utiliser sans foutre en l'air la narration d'une œuvre. Exactement, donc ce que je dois faire c'est te buter et faire comme si je t'avais jamais vu. Non! Voilà, ok, on voyageur temporel dans ma narration. Mais putain, maintenant du coup je suis obligé de la sortir la vidéo maintenant. Et pourquoi? Bah parce que si je ne sors pas la vidéo, mon moi du futur ne peut pas venir dans le passé pour me dire de ne pas la sortir, et donc du coup la conversation qu'on vient d'avoir avec lui serait un paradoxe temporel. Putain, je déteste le voyage dans le temps! Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une critique de film, ça fait longtemps, tellement longtemps que le film que je vais critiquer aujourd'hui ne passe plus au cinéma, j'ai tellement marre que ça m'arrive à chaque fois, bordel de merde. Pardonnez-moi pour ce petit craquage, ce sont des choses qui arrivent en ce moment, mais donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour la critique d'un film, et le film en question est Le Visiteur du Futur que je vais critiquer à travers une partie spoil et une partie no spoil, et c'est parti pour la partie no spoil. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Donc, Le Visiteur du Futur, film tiré de l'excellente web-série du même nom. Allez la voir, c'est vraiment très cool, même si ça commence un peu à dater quand même. 2009, c'est plus tout jeune. Mais il n'empêche que la série reste quand même excellente, allez la voir. Mais donc du coup, qu'en est-il de ce film et surtout, de quoi ça parle? Le film commence dans le futur par l'explosion d'une centrale nucléaire, et ce malgré le fait que le visiteur ait tenté de l'empêcher. Car oui, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est tout le principe, le visiteur, qui est juste ici, est un personnage qui vient du futur et qui empêche les catastrophes du passé afin de sauver le futur. C'est tout le principe de la série, et c'est aussi le cas dans ce film. Le visiteur a tenté d'empêcher une catastrophe du futur en retournant dans le passé, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Mais pendant ce temps-là, dans le passé, enfin, dans le passé du futur, enfin, je veux dire dans le présent. Ouais, voilà, bon, dans le présent, on découvre un homme faisant une conférence de presse car il s'apprête à signer avec ses collaborateurs chinois
un contrat qui va lui permettre de créer des usines nucléaires. Waouh, super idée qu'il a eu. Ouais, surtout quand on voit le début du film. Et puis là, pendant son interview, le mec se fait interrompre par une connasse écologiste végane, le genre de meuf qui vote Yannick Jadot, mais si vous savez, le genre de meuf qui a des vêtements en papier recyclé et qui te fait la morale sur Twitter parce que oh là là, le travail des enfants en Chine, c'est vraiment pas bien. Putain de hippie. Enfin, ça, ou elle veut juste empêcher la construction d'une usine nucléaire par des mecs qui n'en ont rien à foutre de la sécurité. Ouais, ça peut être ça aussi. Et donc elle essaye de lui expliquer les risques qu'il prend, et là elle lui répond devant tout le monde, la presse, le public, et absolument vraiment tout le monde dans la salle, que le nucléaire est absolument sans risque. Alors bon, je n'y connais pas assez sur le sujet, donc je vais fermer ma gueule, mais je pense pas que ce soit complètement vrai. Mais comme je le répète, moi j'y connais rien, donc je ferme ma gueule. Et là, révélation de fou, on découvre que la meuf, eh ben c'est la fille du gros patron d'entreprise. Il s'appelle Alice et Gilbert, si jamais, c'est important. Cette révélation a pour conséquence envers Alice de faire chier ses deux potes qui sont joués par le duo du Monde à l'envers. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, ça les fait chier. Du coup, pour leur prouver sa bonne foi, elle va faire la dernière chose qui lui reste à faire pour empêcher que son père signe le contrat, à savoir voler son ordinateur. Elle s'introduit donc par effraction chez elle et tente de voler le PC de son père. Mais au même moment, le visiteur tente également de voler le PC. Et là, du coup, elle se met à paniquer parce que il y a un clochard dans sa maison, tu feras la même s'il y avait un clochard dans ta maison, alors fais pas genre. Et après quelques petites interjections avec le visiteur, elle se retrouve, elle et son père, dans le futur, qu'elle découvre en ruine. Et par en ruine, j'entends complètement délavé, et en plus avec un putain de nuage atomique qui va tout détruire. Donc, autant dire que c'est pas la joie. Et après avoir eu cette vision horrifique du futur, Gilbert se fait menacer par le visiteur parce que c'est un petit peu sa faute si le nuage atomique existe, et que donc s'il le bute, eh ben il n'y a pas de nuage apocalyptique, et du coup t'as pas un futur où tout le monde va crever. Bon, évidemment, même s'ils ont fait que s'engueuler pendant tout le début du film, Alice ça l'enjaille pas des masses que le visiteur veuille buter son père. Du coup, elle lui propose d'essayer de changer sa mentalité afin que son père ne signe pas le contrat et donc ne construise pas l'usine nucléaire qui va exploser dans le futur et ainsi sauver ce dit futur. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie no spoil. Oh putain, pour une fois que t'es efficace. Ouais, pour une fois. Et du coup, quel est mon ressenti sur ce film ? Je l'ai trouvé génial. Ouais, je sais, c'est pauvre comme conclusion, mais c'est ce que j'ai ressenti de ce film, j'ai trouvé vraiment bon. Les acteurs sont au top. Bon, peut-être pas Jenny et Valentin du Monde à l'envers, mais ça vient plus du fait que je peux pas supporter de la vue de leur gueule, donc je suis peut-être pas très objectif sur ce point-là. Pareil pour McFly et Carlito, mais eux, pour le coup, je trouve que même si je les supporte pas trop, ils sont très bons dans les 5 minutes où ils sont là. Du coup, je regrette vraiment qu'ils soient sur les affiches du film. Sérieusement, les gars, vous êtes là que 5 minutes, qu'est-ce que vous foutez sur les affiches, bordel ? Surtout quand on voit les autres affiches, genre... Je sais pas vous, mais toutes celles où ils sont pas là, elles sont incroyables. Et regardez, on dirait qu'ils ont été rajoutés en post-prod. C'est vraiment, on a l'impression que les mecs ont fait les affiches, ils se sont souvenus au dernier moment qu'ils étaient là et qu'ils ont mis des vieux PNG. Non, désolé, je trouvais les autres affiches vraiment excellentes et je trouve que la dernière qui a été prise, même si elle est aussi très bonne, bah McFly et Carlito ont rien à foutre dessus. Et ils ont rien à foutre non plus sur les autres affiches où ils sont là. Mais encore une fois, ils sont très bons dans les 5 minutes où ils apparaissent. En plus des acteurs, on a aussi les costumes qui pour la plupart sont incroyables. Ils vont défiler ici. Mais je reconnais que pour les costumes et aussi pour certains décors, bah ça fait assez cheap. Mais ce côté cheap peut se comprendre quand on voit le budget du film, un budget de 4,5 millions quand même. C'est peu. Mais le côté cheap est aussi excusé par le fait que ça a toujours été dans l'identité de la série d'avoir ce côté un petit peu cheap. Bon, ok, pas trop dans les 2 dernières saisons, mais quand même, je veux dire, quand vous voyez la série en fond, vous voyez bien qu'il y a toujours eu ce petit côté cheap. Du coup, je trouve que ça reste un peu dans l'identité de la série, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, évoquer la série m'amène à un autre point positif du film. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série ou d'avoir lu les bouquins pour comprendre le film. Alors oui, évidemment, c'est mieux, comme ça vous allez comprendre certaines références, savoir d'où vient certains personnages, ou tout simplement avoir de l'affect de base pour certains personnages, notamment le personnage de Raph, ou si vous n'avez pas vu la série, vous allez un peu vous demander à quoi il sert, mais il n'empêche que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série pour comprendre ce film, et vous allez même avoir certains twists que certaines personnes ayant vu la série auront tout de suite capté, mais que les personnes qui n'ont pas vu la série vont être surpris en le découvrant. Enfin, j'imagine. Je sais pas, parce que moi je suis le genre de spectateur qui avait vu la série avant de voir le film. Et enfin, dernier point, l'humour. Ce film est extrêmement drôle. Bon, vous allez me dire, en France on est bon qu'à faire des comédies.
Déjà c'est faux. Et surtout, pour une fois, on a une comédie qui change des codes qu'on a l'habitude de voir en France. On a surtout de l'humour de punchline, comme c'était déjà le cas dans la série. On a aussi énormément d'humour de situation. Bon, vous avez bien vu à l'image de fond que le comique de situation, c'est aussi quelque chose qui était très présent dans la série de base. Mais là, c'est surtout dans les interactions entre les personnages du passé et du futur que c'est extrêmement drôle. Et il y a aussi énormément de blagues référentielles à l'humour d'internet en général. Et ça, moi, l'humour référentiel, eh ben j'apprécie beaucoup, parce que je me sens intelligent quand je comprends la blague. J'ai besoin de compenser mon ego, ok? J'ai besoin de me sentir intelligent et de faire « Oh, j'ai compris la blague! C'est un besoin, ok ?» Mais la manière dont je présente le film, ça a l'air d'être une belle bulle de vide, c'est-à-dire tu la regardes, elle est magnifique, ok? Mais quand on ressort, il y a absolument rien. Un peu comme mes vidéos. La question qu'on peut donc se poser, c'est « Mais le scénar dans tout ça ?» Eh ben il est très bon. Ok, il est pas hyper complexe, il est même plutôt simple, mais avoir une histoire simple déjà ne fait pas forcément un mauvais film, et avoir un film complexe n'en fait pas forcément un bon film. Donc ouais, le scénar est simple, mais il se tient, et pour moi c'est le principal. Même s'il y a quelques trucs qui me font tiquer. Ouais, enfin venant d'un film sur le voyage dans le temps, ça on devait s'y attendre. Ouais, enfin ça, le film en joue. Il est parfaitement conscient d'être un film sur le voyage dans le temps, et que donc il est très compliqué à rendre cohérent, mais il aura régulièrement des personnages qui vont jouer là-dessus et qui vont désamorcer une potentielle incohérence temporelle par une vanne, et je trouve que c'est extrêmement cool de leur part. Je préfère un film qui assume complètement qu'il a des incohérences inexplicables plutôt qu'un film qui essaye de cacher ses incohérences sous le tapis. Donc au final, pour moi, ça c'est un point positif plus qu'autre chose. Et puis même sans parler de simplicité, le film est efficace, et ça notamment grâce à ses personnages, qui sont tous très bons. Et c'est pour moi d'ailleurs ces personnages qui font que le film n'est pas simplement une bonne comédie, mais c'est aussi un très bon drame, notamment pour sa scène finale, qui je trouve est particulièrement touchante. À un détail près. Mais ce détail, je ne pourrai en parler que dans la partie spoil. Et puis même en termes de comédie, je veux dire, le cinéma français a beaucoup trop cette image de cinéma qui ne fait que des comédies, et surtout des comédies qui sont soit des comédies beaufs, soit des comédies sur la valeur de la famille, soit des comédies racistes avec Christian Clavier. Et dans le cas de la trilogie Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, vous êtes les trois en même temps. Donc s'il vous plaît, allez voir ce film et montrez au cinéma français les films dont il a besoin. Des films passionnés, pas des films faits en automatique. Des films faits par des gens qui ont envie de faire des films. Peu importe le budget qu'on leur donne, peu importe l'expérience qu'ils ont. Bon ok, vous êtes un million de questions, mais bref. Faites que le cinéma français, ce soit des gens qui ont envie de faire du cinéma, pas des gens qui répondent à des commandes. On n'est pas là pour faire des blockbusters français, parce que c'est comme ça qu'on appelle beaucoup trop de films français en ce moment. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle beaucoup des comédies dont je viens de parler précédemment, malheureusement. Et c'est pas que ça le cinéma français. Et c'est pas non plus que des drames chiants. Hein. Donc, s'il vous plaît, donnez une chance à ce film. Il est excellent. Et puis même, regardez la série. Ça vous fera aussi un bagage français en plus. Donc, franchement, donnez une chance à ce film. Il vous décevra pas. Voilà, on en a fini avec la partie no spoil. On va donc passer à la partie spoil. Donc, partie spoil. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le film ou que vous n'en avez rien à foutre d'être spoilé. Ce qui serait dommage vu que le film vaut vraiment le coup. T'as changé un truc depuis l'intertitre. T'as changé le contenu de la télé qui est en arrière-plan. Ouais, c'est ça, ouais. Après, j'ai déjà dit la globalité de mon avis dans la partie no spoil. Je vais juste rajouter dans cette partie spoil quelques petits détails que j'ai hormis, comme la brigade temporelle qui sont les antagonistes principaux de ce film, et quelques petits avis par-ci par-là, en plus de vous parler plus en détail des personnages et de quelques scènes qui m'ont marqué, mais globalement j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dans la partie no spoil. Comme vous venez de l'entendre, je viens en effet d'évoquer la brigade temporelle, qui sont les antagonistes principaux du film, et qui l'étaient également dans la série. Et leur but est de faire en sorte que la ligne du temps ne soit jamais changée par des éléments perturbateurs comme le visiteur, et ce même si la ligne du temps se finit par la destruction totale de la Terre. Ouais, c'est ce genre de trucs qui font que je trouve que la brigade temporelle a des objectifs un peu cons, même s'il y a une justification derrière. Mais ça veut dire qu'ils sont prêts à tout laisser crever pour que tout reste parfaitement en ordre. C'était déjà un problème que j'avais dans la série avec la brigade temporelle, et là le film a pas aidé ça. Je veux dire, le visiteur essaie littéralement d'arrêter la fin du monde. Je veux dire, vous pouvez pas le laisser faire pour une fois.
Mais non, pour eux, même la fin du monde est au programme, du coup on n'arrête pas la fin du monde. Et c'est ce qui fait que je trouve que la brigade temporelle est un peu conne. Et en tant qu'antagoniste, c'est donc la brigade temporelle qui va foutre la merde dans les plans de nos héros. Je pense notamment à l'attaque de la meute, qui est l'une des scènes qui m'a le plus marqué, même si c'est l'une des scènes où le manque de budget se fait le plus ressentir, notamment dans la qualité des costumes. On sent qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus, mais comme je l'ai déjà dit, le côté cheap du film est en écho avec le côté cheap de la série, donc c'est pas si dérangeant que ça. Et en plus de ça, je trouve que la meute est extrêmement réussie. D'ailleurs, c'est un élément des bouquins, et le fait que la meute soit aussi attachante dans le film m'a justement donné envie de lire les bouquins. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le film est une pub pour les bouquins et le reste de l'univers étendu, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça, je dis juste que les personnages étant intéressants dans le film, j'aimerais savoir du coup d'où ils viennent en lisant leurs médias d'origine. Ce que je trouve d'ailleurs particulièrement réussi avec la meute, c'est les interactions entre les enfants et le visiteur, qui est pour eux un espèce de grand frère ou une lueur d'espoir dans ce monde où tout est détruit, où il y a des zombies et un fucking nuage atomique. Et on a même une scène trop mignonne d'ailleurs où on voit une gamine mettre un pansement sur une des plaies du visiteur. Scène qui est complètement repompée sur Hook. Oh ça va, c'est qu'une référence. Ah oui, c'est vrai que toi ça t'arrange de définir la repompe comme simplement une référence. Tu sais, les mots peuvent blesser les gens. Et comme dit plus tôt, la brigade temporelle attaque donc la meute. Mais pas trop non plus, parce que ça reste quand même 98% de gosses. Ce qui fait que ça rend la menace de la brigade temporelle beaucoup moins imposante. Quoi, qu'est-ce que tu voulais? T'aurais préféré qu'ils butent les gosses? Grave. Ah, ça aurait été trop bien. Bon, toujours est-il que même la brigade temporelle, c'est pas leur but de tuer des gens. Même si bon, des fois, ils sont fatigués en fin de journée, donc ça peut arriver. Ou même quand les gens se débattent, mais c'est pas leur objectif. Et puis bon, les accidents, ça arrive. Enfin bref, même si leur but n'est donc pas de tuer, eh bien, une bombe tombe dans la base de la meute, risquant de tuer absolument tout le monde. Et c'est là qu'on arrive à la scène de la mort du docteur Henry Castafold. Alors, je sais pas comment ceux qui n'ont pas vu la série ont réagi par rapport à ça et s'ils ont été touchés, mais moi, personnellement, en ayant vu la série, eh ben, cette scène, elle m'a fait un truc, parce que Castafold, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Même s'il est belge. Malheureusement, on découvre quelques scènes plus tard qu'il a survécu. Et oui, je dis malheureusement parce que le fait qu'on découvre qu'il a survécu enlève complètement le drame de la scène précédente de sa mort. Et on en arrive donc à ce que je considère comme le plus gros défaut du film, car oui, j'ai dit que le film était excellent, pas qu'il était sans défaut. Et ce défaut est ce que j'appelle le drame à la Disney post-2010. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ce nom? Eh bien c'est parce que je fais une critique régulière sur les Disney des années 2010, c'est de finir leur film par des situations dramatiques énormes et irréversibles en termes de scénario, mais de quand même revenir en arrière pour avoir un happy ending et que tout le monde soit heureux à la fin. C'est le cas dans Réponse où elle ressuscite Finn après sa mort avec une larme alors qu'elle n'a plus ses cheveux. Bon, même si en vrai, si on cherche bien, cette fin a un sens. Mais toujours est-il que ça fait un peu sorti de nulle part. C'est le cas dans Les Mondes de Ralph quand Vanellope garde ses pouvoirs de glitch même après le reset de Sugar Rush et qu'elle arrive à sortir de la bande d'arcade. C'est le cas dans Frozen où Elsa arrive à ressusciter sa sœur alors qu'elle aussi est officiellement morte. C'est le cas dans Big Hero 6 où Hiro arrive à récupérer la carte mémoire de Baymax et ainsi donc l'empêcher de mourir. C'est le cas dans Frozen 2 où Elsa ressuscite de nulle part. Et même au-delà des 2010 avec les deux Disney actuels des 2020, c'est le cas dans Raya le dernier dragon quand tous les dragons ressuscitent à la fin alors qu'ils étaient éteints. Et pour finir avec Encanto, même si la chandelle est détruite et que toute la famille n'a plus de pouvoir, eh bien, ils récupèrent quand même leur pouvoir à la fin parce qu'il faut une happy ending. Bon bah t'as spoilé l'intégralité des Disney des 2010 en 1 minute 30. Oh ça va, il y en a 3 qui sont pas touchés, donc ça va, j'ai pas tout spoilé. Mais dans le cas des Visiteurs du Futur, je trouve que ce syndrome est encore plus dérangeant, notamment sur certains points, comme par exemple la fin, la scène où Alice est prête à sacrifier sa propre existence afin de sauver sa mère et empêcher son père de devenir un gros corporate. Cette scène est intense, que ce soit les dialogues avec Alice qui parle à sa mère pour la première et dernière fois, le montage avec son père qui s'efforce à ne pas l'oublier pour au final se réveiller dans une timeline où elle n'existe pas. Cette scène est incroyable. Et après, scène où on découvre que Alice en fait a survécu. Et le pire derrière cette survie improbable, bah, c'est l'excuse sortie qui est un « boire ». Au fond, même nous, on n'a pas compris comment t'as survécu. Donc l'explication se limite à un ta gueule, c'est magique. Ouais, voilà, c'est ça, et c'est vachement dommage parce que, encore une fois, ça casse complètement le drame de la scène précédente. Ok, ici le Nexel du montage pour vous dire que je m'apprête à spoiler un élément important de l'intrigue de la saison 3 et puis même de la saison 4 du Visiteur du Futur. Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous comptez la regarder, je vous laisse ce timecode pour ne pas vous faire spoiler l'un des éléments les plus importants de l'intrigue. Au moins, quand Judith est morte en saison 3, c'était vraiment un élément dramatique. Ça s'est fait sur plusieurs épisodes, tu comprenais vraiment qu'elle allait crever, mais avec l'espoir qu'elle allait peut-être survivre, et quand elle est morte, bah ça a fait évoluer les personnages, antagonistes comme protagonistes, notamment le Visiteur qui en saison 4 va
va complètement s'éloigner de ses amis pour essayer de ne pas les mettre en danger. Ça, c'était du vrai drame construit, intelligent, bien pensé, et qui n'était pas complètement envoyé en l'air avec la moindre petite formule magique que le voyage dans le temps permet de faire. Et putain, du drame comme ça, on aurait pu en avoir dans le film avec la scène de la mort de Castafol, car elle est suivie d'une scène où le visiteur menace de tuer Gilbert parce que, mec, je t'ai épargné une première fois alors que j'avais juste à te buter pour éviter tout ce bordel, et là, indirectement à cause de toi, t'as mon meilleur pote qui est mort. Et justement, suite à ça, Gilbert est prêt à mourir parce qu'il en a marre de voir des gens mourir indirectement à cause de lui. Bim, évolution de personnage. Bim, drame, tout ce qu'il fallait. Et malheureusement, le fait que Castafol survive, et bah ça vient casser tout ça. Voilà pourquoi est-ce que je trouve que, même si j'aime beaucoup le personnage, Castafol n'aurait pas dû survivre. Voilà, j'ai parlé en détail des scènes qui m'ont marqué dans le film, on va pouvoir maintenant passer au personnage. En premier personnage, nous allons parler de Raph, qui dans ce film est anecdotique. Et c'est normal, parce que Raph dans la série était le personnage principal, mais ce qui en faisait le personnage principal, c'est que, au même titre que le spectateur, il ne comprenait rien à tout le bordel temporel qui lui arrivait, parce que, bah, c'était pas son rôle, lui, c'est juste un mec banal qui vient du présent, comme le spectateur, et il servait de personnage témoin pour introduire justement au spectateur toutes les règles de l'univers. Et là, Raph étant un personnage qui a évolué avec les autres personnages, eh bien il est passé au plan de personnage secondaire, mais personnage secondaire qui n'a pas tant que ça à raconter malheureusement. Le seul intérêt qu'il a dans ce film, c'est surtout faire des vannes. Et d'ailleurs, ouais, la plupart des meilleures vannes du film viennent de lui. Donc le personnage a été réduit à un simple comic relief. Ouais, mais c'est un excellent comic relief. Et d'ailleurs, pour avoir lu le bouquin qui faisait le récapitulatif de la création de la série jusqu'au film, eh bien, le réalisateur a confié que de faire de Raph un personnage secondaire était certes un pari risqué, mais c'était le meilleur choix à faire. Car comme je l'ai dit plus tôt, Raph était un personnage qui servait de témoin pour le spectateur découvrait les règles de l'univers en même temps que lui, mais là, étant un personnage qui a fait son évolution à travers la série, il fallait de nouveaux personnages pour que les gens qui ne connaissent pas la série aient aussi leur personnage témoin, dont nous allons parler plus tard. En deuxième personnage, on va donc parler du Visiteur, qui était déjà incroyable dans la série, un mélange entre du style et de l'humour, de la réflexion et de l'impulsivité, de l'intelligence et de la stupidité. Bref, l'un des meilleurs personnages qui m'ait été donné de voir dans une série. Et qu'est-ce que ça donne dans le film ? Bah il est toujours aussi cool. Mais pour ceux qui le connaissent pas et qui le découvrent à travers ce film, bah je pense que vous allez le prendre pour un sociopathe au début du film, parce qu'il n'hésite pas à vouloir buter un mec de sang-froid. Après ça c'est un truc qui a toujours été dans le côté impulsif du Visiteur. Le fait que si son plan A ne marche pas, il va tout de suite faire son plan B. Et son plan B c'est souvent buter l'élément perturbateur, ou baiser avec leur mère pour pas qu'ils naissent. Mais bref, souvent c'est buter l'élément perturbateur. Exactement comme un CRS. Putain mais mec, mais dis pas ça, on va croire que je suis de gauche. Donc ouais, si vous découvrez le personnage avec le film, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à vous attacher au personnage que ceux qui ont déjà l'affect de par la série. Mais il y a quand même énormément de scènes qui vont essayer de montrer le bon fond du Visiteur pour justement les spectateurs qui ne le connaissent pas. Il y a d'ailleurs un élément dans le film qui sert justement à apporter un peu plus de nuance au Visiteur et de montrer qu'il n'est pas complètement un sociopathe et qu'il a quand même un bon fond et qu'il est même quelqu'un de très sympa. On peut notamment noter le personnage suivant. Ce personnage c'est Belette, personnage qui vient du bouquin La Meute que je n'ai pas lu. J'ai donc découvert le personnage pendant mon visionnage du film. Et quel est mon avis sur ce personnage ? Putain, mais elle est trop cool. Déjà, j'adore son design. Son design est celui qui fait le plus futur post-apo. Sérieusement, je trouve ce design vraiment super classe. Et ensuite, pour ce qui s'agit de son perso, je trouve le personnage extrêmement cool et intéressant. Elle est également une figure d'autorité pour la meute comme est le Visiteur. Mais là où le Visiteur, c'est un petit peu la figure d'autorité fraternelle, genre le grand frère sympa, Belette, elle fait vraiment daronne. Elle fait vraiment figure maternelle et protectrice avec la meute. C'est d'ailleurs accentué par ce côté badass, guerrière hyper cool. Mais en plus de ça, comme je disais, elle est là pour aussi rendre moins froid le personnage du Visiteur qui dans ce film au début est vraiment montré comme quelqu'un de très froid, de très sérieux, même s'il a ce petit côté déconne. Et Belette est justement là pour accentuer ce côté un petit peu plus fun et un petit peu plus gentil du Visiteur plutôt que son côté froid. Il y a juste un point qui me fait tiquer avec Belette, et ça c'est un point par rapport à la série et ça se trouve c'est corrigé dans les bouquins, mais c'est que le Visiteur nous dit clairement dans la série qu'il n'a pas d'amis. Alors pourquoi est-ce que vous allez toujours emmerder ce pauvre garçon dans le passé, là ? Parce que j'ai pas d'amis. Et c'est justement tout un des sujets de la série, l'évolution du Visiteur qui passe d'un mec solitaire à un gars prêt à se sacrifier pour ses amis. Du coup ça m'étonne qu'ils connaissent Belette étant donné que plutôt il avait dit qu'il n'avait pas d'amis. Alors si je peux me permettre, déjà dans la saison 1, il avait un ami. Oui, c'est vrai, merci pour cette transition de qualité. Le docteur Henri Castafolt, le pote du Visiteur, est celui qui dans la série explique à Raph et donc au spectateur comment marche le voyage dans le temps, et c'est également son rôle dans ce film, en plus d'être le pote bourrin avec un ego de fou
qui tue des zombies. Perso, je l'ai beaucoup aimé dans ce film, il est resté fidèle à lui-même, le mec sympa avec un ego de fou, mais je pense que si j'ai cet affect, c'est parce que j'ai vu la série, et que si on n'a pas le recul de la série, bah tout comme Raph, le personnage c'est surtout un comic relief et il est assez anecdotique. Et puis je vais pas revenir sur la scène de sa mort qui est une des choses qui enlève un maximum de drame au film. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on va passer justement au personnage responsable de sa non-mort, la brigade temporelle, la police du temps. Et bordel, je vais être un temps fou à parler de tous les personnages parce que, bah non, c'est vrai, ils sont que 3. 4 si on compte Richard. Ouais, malheureusement, la brigade temporelle fait toujours aussi vite que dans la série. Je m'attendais vraiment à ce que dans ce film, la brigade temporelle, on ait vraiment une grosse armée. Mais non, et je trouve que ça enlève une grosse tension du film aussi, ça, que les méchants ne soient pas une putain de grosse armée, mais juste 4 clampins. Mais du coup, c'est qui ces 4 clampins? En premier, nous avons Matteo qui vient de la série, Louise qui vient des mangas, et Victor qui vient de je ne sais pas où, mais qui doit également venir du manga, sachant que ce manga a pour point de vue justement la brigade temporelle et non les personnages que nous avons l'habitude de voir. Je trouve personnellement dans ce film qu'ils sont anecdotiques et ils sont également reliés au simple rang de blagues. Et oui, c'est le plus grand défaut que je reproche à ce film, malheureusement, comme vous l'avez compris, c'est que la majorité des personnages n'ont pas grand intérêt et sont pour la plupart anecdotiques et sont simplement des comic relief, ce que je trouve dommage. Et je trouve que dans le cas de la brigade temporelle, c'est encore plus triste, car avoir des antagonistes qui sont surtout des blagues, bah ça enlève toute la menace qu'ils pourraient incarner. Et dans le cas des antagonistes d'un film, ne pas pouvoir incarner de menace auprès du spectateur, c'est quand même un bel échec. Après, je dis échec, mais c'est pas si catastrophique que ça. Ça les empêche pas d'avoir des bonnes scènes. Je pense notamment à Louise qui vers la fin devient un personnage assez central et qui a même un arc de rédemption assez sympathique. Elle a même une scène de baston hyper stylée avec un autre personnage que je n'ai pas encore présenté. Justement, on va y venir, et c'est peut-être le truc qui me fait dire que toute la brigade temporelle n'est pas foirée dans ce film. Et ce personnage, c'est cette pute de Constance. Ouais, je trouvais déjà le personnage insupportable en saison 3, j'avais envie de la gifler en saison 4, et ce que je pense d'elle dans le film peut pas être dit en public, sinon je vais passer pour une personne à tendance psychopathe et c'est pas le but. Donc oui, comme vous l'avez compris, Constance est un personnage qui vient de la série. Dans la série, son objectif était, tout comme le visiteur, de changer les événements catastrophiques du futur en changeant le passé, et ce à travers l'entreprise Les Missionnaires, qui sont les antagonistes principaux de la saison 3, je vais pas faire tout le speech, mais toujours est-il qu'à la fin de cette saison, Constance devient la patronne de la brigade temporelle, et c'est justement dans cette situation qu'on la retrouve dans ce film. Et son objectif dans ce film est d'empêcher le visiteur de changer le futur, car en changeant le futur, le visiteur prend le risque d'effacer les personnes qui y vivent. Elle veut donc essayer de les protéger en l'empêchant d'agir. Et en soi, si on considère que chaque vie a une valeur, ça peut se comprendre, parce que d'un côté, le visiteur, lui, quand il change une chronologie, il s'en bat les couilles des personnes qui risquent d'être effacées. Pour lui, ce sont des simples dommages collatéraux. Salut les Lombardies. Donc ouais, le visiteur s'en bat les couilles des gens qui l'effacent, ce qui n'est pas le cas de Constance. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont pas trop potes. En ce qui s'agit du film, elle garde son personnage de la saison 4, c'est-à-dire une patronne froide et autoritaire avec un soupçon de connasserie par-dessus, mais là c'est encore plus poussé à l'extrême. Je veux dire, le personnage était déjà insupportable dans la saison 4 et un petit peu la saison 3, même si elle n'avait pas complètement la même fonction, mais là c'est encore pire. Et c'est ça qui est cool. Je pense que là où le film s'est foiré avec la brigade temporelle, c'est-à-dire avec tous les sbires, il l'a récupéré avec la patronne de cette dite brigade temporelle, parce que pour moi, Constance est vraiment une très bonne antagoniste dans ce film. Mais je trouve que là où elle est la mieux réussie, c'est dans sa relation avec le visiteur. Déjà, faut pas oublier que Constance dans ce film est littéralement écrite pour être un miroir déformé du visiteur. Les deux sont des manipulateurs venant du futur, à la tête d'un groupe, mais avec des objectifs relativement différents. Et puis même dans le matos, t'as d'un côté ceux qui ont armes, armure et la thune, et de l'autre côté, t'as des clochards du futur. Tout est une question d'opposition, la même chose, mais différent. Et ça, c'est ce qui fait les bons antagonistes. Et pour le coup de leur opposition, il y a notamment une scène à la fin du film qui est un échange entre Constance et le visiteur sur le fait que leur combat ne sera jamais terminé et qu'ils sont destinés à se mettre éternellement sur la gueule. Ce que j'aime dans cette scène, c'est le respect mutuel qu'on ressent entre les deux personnages. On sent que même s'ils sont ennemis, ils se respectent l'un l'autre, que ce soit dans leur idéologie ou dans leur volonté de combattre jusqu'au bout pour arrêter l'autre. Et c'est une chose que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je sais pas ce que pensent les gens qui ont vu la série de cette scène, parce que quand on a vu la série, cette scène sous-entend bien plus qu'une simple haine avec du respect par derrière, mais moi, en tant que personne qui a vu la série, j'aime beaucoup cette scène pour ce que j'ai dit précédemment et également ce qu'elle apporte quand on connaît la série. On va donc passer aux deux derniers personnages. Alice et Gilbert, les deux personnages principaux du film, et pour moi l'un des plus gros défauts du film, même peut-être pire que les personnages comic relief qui sont anecdotiques. Pour moi, ces personnages sont vraiment pas une réussite. Déjà, ce n'est pas un problème d'acting, les acteurs y vont à fond et ça se sent. C'est pas non plus un problème de casting, avoir pris des personnes qui n'y connaissent rien aux Visiteurs du Futur, que ce soit les bouquins ou la série, c'était extrêmement bien pensé, car les personnages découvrent l'univers
et du coup les acteurs découvrent l'univers en même temps que leurs personnages, ce qui n'était pas con. Le problème est vraiment dans l'écriture et de l'alchimie entre les deux personnages qui se basent à coup de ah là là papa t'es trop occupé, parce que pour moi ouais Alice fait juste une crise d'ado insupportable, crise d'ado qui se souligne encore plus avec la scène où elle dit à son père ah là là tu fais jamais rien pour moi, alors que je suis désolé, à part traîner avec ses potes hippies bouffeurs de boulgour, elle fait pas grand chose. En attendant son père, je trouve qu'il lui a donné une super vie dans ce film. Non, et puis même sans parler de ça, avoir des personnages aussi clichés et mal écrits dans un film qui a des personnages comme le visiteur ou Constance, ça me fait chier, je suis désolé, les personnages à côté d'eux sont tellement plus stylés. Après ça empêche pas les personnages d'avoir de bonnes scènes et une bonne sous-intrigue. Je pense à la sous-intrigue sur la mère d'Alice qui est morte quand elle lui a donné naissance. Il y a une culpabilité du personnage d'avoir entre guillemets tué sa mère, même si c'est pas le cas, et la même chose du côté du père qui, même s'il s'efforce à dire que ce n'est pas de sa faute, il y a une légère rancœur envers sa fille à propos de ça. Et justement les personnages vont évoluer par rapport à ce sujet pour au final donner la scène de fin que je trouve incroyable où Alice remonte dans le passé pour s'empêcher de naître et également rencontrer sa mère pour la première et dernière fois en lui tenant la main pendant qu'elle disparaît et pendant qu'en parallèle son père s'efforce de ne pas l'oublier pour au final l'oublier dans une réalité où elle n'existe pas. Je trouve cette scène incroyable. Dommage malheureusement que Alice survit encore une fois, j'ai déjà parlé de ce problème et de cette scène précédemment. Le côté humour et happy ending à tout prix gâche un petit peu de cette scène malheureusement, mais ça n'empêche pas que je la trouve très bonne et que c'est une des rares choses qui sauve ce personnage. Conclusion, malgré quelques petits défauts comme certains personnages réduits au simple rang de comic relief, des facilités scénaristiques un peu grossières et un sous-texte écologique un peu simpliste je trouve. Sujet que tu as à peine évoqué parce que t'as pas voulu te mouiller. Oui, bah désolé si j'ai pas envie d'ouvrir ma gueule sur un sujet que je connais à peine. Car oui, j'ai beaucoup taclé le personnage d'Alice sur son côté écologiste, mais c'est parce que c'est facile de taper dessus, et au fond je n'ai rien contre l'écologie, mais je connais rien au sujet. J'ai donc fermé ma gueule sur tout le côté écologiste du film parce que je suis pas assez calé pour en parler de manière sérieuse. Mais après ça c'est les points négatifs, comme je l'ai dit le film a surtout énormément de points positifs comme de super personnages joués par de super acteurs avec une histoire qui est certes simple mais qui n'est pas simpliste, qui apporte ses thématiques de manière réfléchie et cool, ce de manière à toucher le spectateur et ce lié à une mise en scène qui prouve que ce film a ce que peu de films français ont en ce moment, de l'ambition putain. Je vais pas vous redire tout ce que j'ai déjà dit en partie no spoil par rapport au cinéma français au côté comédie à la con ou drame chiant. Toujours est-il que Le Visiteur du Futur c'est un doigt levé à cette idée tenue du cinéma français. Ça montre que le cinéma français, si on le donne aux bonnes personnes, ça peut donner quelque chose d'ambitieux et c'est ça qu'il faut, de l'ambition et de la passion. Rappelons qu'à la base, Le Visiteur du Futur c'était des mecs qui ont fait une vidéo dans un parc et dans une cave avec 3 bouts de ficelle et maintenant les mecs se retrouvent au cinéma avec l'un des films français les plus adulés de ces dernières années. Et rien que pour ça, je trouve que ce film, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, devrait être un exemple pour beaucoup de personnes ayant un projet créatif, artistique ou ambitieux, que ce soit cinématographique ou autre. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce film, que le plus important c'est pas tant le budget que tu mets dans ton film, les effets spéciaux ou le casque que tu y mets, le plus important c'est l'intention que tu as avec ce film et surtout à quel point il te passionne, à quel point c'est un projet qui te tient à cœur. Et Le Visiteur du Futur, c'est la concrétisation d'un projet que François Descraques, le réalisateur, a porté sur plus de 10 ans. Et personnellement, je trouve ce parcours hyper beau. Commencer dans un parc et une cave et finir au cinéma, c'est encourageant pour tous les créateurs. Pour moi, mais aussi sûrement pour ceux qui verront peut-être cette vidéo, je sais pas. Mais dans tous les cas, commencer au plus bas de l'échelle pour finir au cinéma, je trouve ça juste magnifique. Et j'espère sincèrement qu'on le reverra au cinéma. Peut-être pas pour Le Visiteur du Futur, mais pour d'autres de ses projets. Mais dans tous les cas, Le Visiteur du Futur, le film, restera pour moi, en tout cas, un exemple à suivre en termes de créativité et d'optimisme, d'ambition et de tout ce qui fait un créateur en fait. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo qui a mis un temps pas possible à être écrite, montée, tournée. Mais dans tous les cas, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera... Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis toi. Je savais donc à l'avance où est-ce que tu allais tirer. J'ai donc pris des précautions. Ok, donc ça veut dire que tu as déjà eu cette conversation quand tu étais moi, et que du coup, quand tu as tiré sur ton toit du futur, t'as tiré juste. C'est ça. Bah, c'est pas logique. Parce que ça veut dire que normalement, t'es mort. Mais bordel, tu sais très bien que le voyage dans le temps c'est de la merde. Mais je sais, c'est justement pour ça que j'essaye de te buter. Je sais, et c'est justement pour ça que je suis là. Pour ma vengeance. Quoi? Est-ce que tu te rappelles de ton rendez-vous dans ce bar, où tu t'es fait rejeter parce que ton haleine puait la pisse? C'était moi, un exode. J'ai remplacé ta bière par un verre de pisse pour que tout le monde te prenne pour un homme immonde. Attends. C'était ta pisse. Et du coup c'est crade mais ça peut aller? Ou c'était la pisse d'une autre personne? Oh, mais il n'y a pas qu'une personne qui a participé. Oh putain de merde. Et numéro 2, comment t'as fait pour la mousse? Non. Si.
Mais comment tu peux t'infliger ça à toi-même? Comment tu peux le supporter? Oh, eh bien je ne l'ai pas supporté justement. Pour toi, c'est encore une humiliation récente, mais pour moi, c'est encore un souvenir extrêmement traumatisant. Et ça ne fait que commencer. Attends, quoi? Et oui, à partir d'aujourd'hui, je vais gâcher ta vie et tout ce qui t'entoure. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pour me venger. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Oh mais ne t'inquiète pas, tout va prendre son sens. Tout est calculé. Et d'ailleurs, pour te montrer ce que je peux faire, voici une démonstration. Reste attentif à ta chaîne. C'est la fin de ton monde tel que tu le connais. Non, attends, pars pas! Donc, comment ça, reste attentif à la chaîne? C'est quoi ce bordel? Y a un truc qui vient de disparaître de la chaîne. Comment ça, un truc, genre des vidéos? Bon, je sais pas, ça devait pas être important. Et sinon, on fait quoi pour lui? Tu penses pas qu'on va le revoir? Et que ça devienne un antagoniste principal, et puis quoi encore? Ouais, puis genre qu'il ait son propre spin-off. Ouais, genre on appellerait ça le voyageur de l'avenir. Non, c'est impossible qu'il revienne parce que ça m'obligera à mettre de la narration dans mes vidéos. Et qui met de la narration juste pour une vidéo YouTube?